Il nous dit, au paragraphe 122 de sa réponse, « Il n'est ni nécessaire ni réaliste d'exiger d'eux, donc d'éléments, qu'ils soient le reflet les uns des autres. » Ce que l'on peut attendre, ce n'est pas que deux éléments soient le reflet exact l'un de l'autre, mais qu'au moins ils portent sur la même chose, qu'ils portent sur le même incident. Sinon, comment peut-il logiquement y avoir corroboration ? Là encore, cette approche a été rejetée par les juges Van den Weygaert et Morrison dans l'affaire Bemba. Et je vous renvoie toujours à la décision 36-36, annexe 2, au paragraphe 65. Mais le procureur se trompe, selon nous, lorsqu'il semble estimer qu'une chambre de première instance peut évaluer ensemble tous les éléments de preuve, même si des éléments de preuve différents se rapportent à des comportements criminels différents. Pardon, donc ce que je viens de lire est une citation, je n'ai pas été clair, du paragraphe 65 de la décision de l'opinion séparée dans le jugement Bemba. Notons enfin qu'au-delà de ces deux approches problématiques de la corroboration que propose le procureur dans sa réponse, il apparaît souvent que le procureur voit de la corroboration où il y a en réalité une contradiction entre éléments avancés. Nous en avons vu un exemple parfait aujourd'hui. Le fait que le procureur affirme que l'ONU aurait confirmé qu'il y aurait des tirs d'obus de 120 mm le 17 mars 2011, alors même que les éléments au dossier montrent clairement que pour l'ONU, si tirs de mortier il y a eu, il se serait agi d'obus de 81 mm. Nous sommes ici franchement bien loin de la corroboration. J'aborde à présent un dernier point crucial en lien avec l'évaluation de la preuve du procureur, celui de la preuve indirecte ou circonstancielle. Le procureur affirme dans sa réponse au paragraphe 123 qu'il aurait toute liberté de s'appuyer sur de la preuve indirecte pour prouver ses allégations, puisqu'il n'existerait pas d'interdiction juridique en ce sens. Une fois encore, le procureur se cache derrière une règle procédurale, mais celle-ci ne change rien à la réalité, une réalité simple et de bon sens. Une preuve indirecte a forcément moins de poids, moins de valeur qu'une preuve directe. Notons que l'utilisation de preuves indirectes ne se limite pas à des questions périphériques ou peu importantes, puisque du propre aveu du procureur, le cœur de ces allégations, l'existence d'un supposé plan commun, n'est fondée que sur de la preuve circonstancielle. Le procureur nous l'avait dit clairement au paragraphe 642 de son MTB. Il le redit encore plus clairement dans sa réponse.
au paragraphe 1109, et je cite, « Aucune déclaration ni aucun document n'expose explicitement la volonté de Laurent Gbagbo ou celle des membres de son entourage immédiat de rester au pouvoir, même s'il fallait pour cela user de violence envers des civils. » Fin de citation. Il est important de bien saisir ce que cela signifie. Il n'existerait, selon le procureur, aucune preuve directe d'un plan commun qui aurait été mis en œuvre pendant près de 10 ans par les plus hautes autorités de l'État, sous plusieurs gouvernements successifs. Gouvernements composés à partir de 2003 de membres de tous les partis politiques, et incluant les rebelles. Un plan commun qui aurait été mis en œuvre par des dizaines, voire des centaines de personnes, à tous les échelons bureaucratiques, civils, militaires, de l'État, sur une partie importante du territoire ivoirien. Ceci est tout simplement incroyable. Il est incroyable que la mise en œuvre d'un tel plan, qui impliquerait autant d'actions, autant de personnes, autant de protagonistes, sur une aussi longue période, n'ait pas produit le moindre élément concret. À ce stade, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, ce n'est pas tant une déduction juridique que le procureur vous invite à faire, mais un acte de foi. Pour conclure sur la question de l'évaluation de la preuve du procureur, il convient de constater que tous les arguments n'ont pour objectif que de couvrir la pauvreté de la preuve et la faiblesse du dossier. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il y a une déconnexion incroyable, littéralement incroyable, entre l'ampleur des allégations du procureur et la faiblesse de la preuve qu'il apporte à son soutien. Nous venons de mentionner l'exemple du plan commun. Je vais à présent évoquer quelques autres exemples, des exemples frappants qui ressortent de la réponse du procureur. Premier exemple, la question des supposés ordres. Le procureur affirme à de nombreuses reprises, tant dans son MTB que dans sa réponse, qu'il y aurait la preuve que les forces de sécurité agissaient sur la base d'ordres reçus du président Gbagbo. Force est de constater qu'après analyse, le procureur est bien en peine de démontrer l'existence d'ordres opérationnels donnés par le président Gbagbo, comme nous l'avons démontré dans nos soumissions écrites. Il suffit de revenir ici sur quelques exemples notoires, tels qu'ils ressortent de l'audience du mois dernier. Le procureur affirme par exemple que c'est le président Gbagbo qui aurait ordonné le soi-disant blocus de l'hôtel du Golfe. Et je vous renvoie au transcrit T221, page 23, ligne 28, à la page 24, ligne 3. Premièrement, il ne s'agissait pas d'un blocus, comme nous vous l'avons rappelé hier. Deuxièmement,
il convient de noter que pas plus aujourd'hui que dans son MTB, le procureur ne démontre qu'il y aurait eu le moindre ordre de la part du président Gbagbo de mettre en place un blocus. Nous vous renvoyons aux paragraphes 433 et 434 de l'annexe 5 de nos soumissions, où la défense a démontré que pas une seule des 8 références auxquelles le procureur renvoie en note de bas de page au soutien de cette allégation ne fait état du moindre ordre du président Gbagbo. Troisièmement, le procureur remet sciemment de vous expliquer les circonstances qui prévalaient à ce moment-là et qui ressortent pourtant clairement du témoignage de P9. À la suite du second tour des élections présidentielles, des troupes rebelles qui étaient descendues du Nord pour superviser les élections dans le cadre du CCI, plutôt que de retourner dans le Nord, comme il était prévu qu'elles le fassent, se sont réfugiées à l'hôtel du Golfe, se sont cantonnées à l'hôtel du Golfe. À la suite de ça, P9 indique, au transcrit 193, page 69, ligne 2, et je cite, qu'il a mis sur place un engin avec une mitrailleuse pour suivre un peu le mouvement de nos frères d'armes. Fin de citation. La suite telle que racontée par P9, c'est le transcrit toujours T193, page 69, à partir de la ligne 4. Et je cite, « Cet engin qui était en place un matin, nos frères d'armes sont sortis, conduits par Muro. Ils sont venus, ils ont enlevé l'arme, et ils sont partis au Golfe avec. J'ai donc appelé le général Gueux, que je connaissais très bien, et après avoir discuté avec lui, il a rétrocédé l'arme. Suite au compte-rendu que j'ai fait au président Laurent Gbagbo, pour lui dire que nos frères d'armes, au lieu de remonter au nord, il y en a qui sont descendus au Golfe, le président a donné des instructions pour dire de faire en sorte qu'ils ne sortent pas, de faire en sorte que les militaires qui sont dedans ne sortent pas. Fin de citation. Après cet incident, P9 a mis en place, en accord avec l'ONU et en informant la force Licorne, 2 points de contrôle autour de l'hôtel du Golfe. P9 indique même dans son témoignage que c'est le général Niang de l'ONUCI qui lui a indiqué où devaient se situer les points de contrôle. Et je renvoie au transcrit T193, page 69, lignes 15 et 16. P9 indique enfin que ces points de contrôle avaient pour fonction, et je cite le transcrit T193, page 70, lignes 1 à 7, « 1.
pour demander à nos hommes de ne pas permettre aux militaires qui étaient d'aller en ville en armes, pour faire quoi que ce soit et nous faire porter la responsabilité. Mais de deux, de veiller à ce que des gens en armes n'aillent pas, de veiller à ce que des gens en armes n'entrent pas au Golfe pour commettre des forfaits, pour nous faire porter la responsabilité. Fin de citation. Que tirer de ce récit ? Premièrement, que le point de départ de la discussion est la violation par les forces militaires rebelles de leur obligation de retourner au nord après le second tour des élections, décidant de rester à l'hôtel du Golfe. C'est-à-dire qu'ils constituaient une force militaire hostile au cœur de la ville. Deuxièmement, que le président Gbagbo n'est informé de la situation qu'après une incursion militaire de ces mêmes rebelles en dehors de l'hôtel du Golfe. Quoi de plus normal que le président de la République indique à son SEMA de faire en sorte qu'une force armée rebelle ne puisse pas accéder à la population civile d'Abidjan ? Il n'y a aucun rapport ici avec un quelconque plan commun. Troisièmement, on constate que le dispositif est finalement extrêmement léger, avec 2 uniques points de contrôle. On est bien loin d'un blocus. Quatrièmement, que le dispositif de sécurité avait été mis en place en accord avec l'ONUCI et en tenant la force Licorne informée. Et je vous renvoie à la pièce CIV-OTP 0071 0152, où l'on voit très bien que tant l'ONUCI que la force Licorne sont en copie du message du SEMA pour aménager le dispositif de sécurité. Il n'y a rien de caché ici. Alléguer que ce dispositif de sécurité serait criminel voudrait donc dire que l'ONUCI et la force Licorne seraient complices. Enfin, cinquièmement, on constate que ce dispositif avait pour but d'empêcher d'autres incursions militaires par les rebelles dans la ville, mais aussi, P9 nous l'a dit, de protéger l'hôtel du Golfe d'attaques pouvant venir de la ville. Là encore, où est le blocus ? Où est le plan commun ? Il existe la même déconnexion entre l'allégation du procureur selon laquelle le président Gbagbo aurait ordonné la répression de la marche du 16 décembre et la faiblesse de la preuve qu'il apporte à son soutien. Il est ressorti des débats, de la preuve du procureur, des dires de ses propres témoins, que si les responsables de la sécurité ont bien reçu l'information que la marche était interdite administrativement, au sens où elle n'avait pas été autorisée. Et comment pourrait-elle l'être, vu que, comme on l'a vu, elle n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ? Ce sont bien les responsables de la sécurité, et en particulier le SEMA, qui, compte tenu des risques potentiels que la marche faisait courir à l'ordre public,
ont demandé à ce que la manifestation soit concrètement interdite dans les faits. Ainsi, P9 nous dit, et je cite le transcrit T196, page 13, ligne 11 à 17. Nous en avons donc profité pour faire le point de la situation qui prévalait et émis le souhait que la marche n'ait pas lieu. Parce que nous pressentions qu'il allait y avoir des troubles. Donc nous l'avons souligné. Et nous avons même demandé au président si on pouvait demander à M. Choi d'user de son influence pour parler aux deux grands afin que la marche n'ait pas lieu, parce que nous pressentions vraiment qu'il allait y avoir des troubles. Fin de citation. Quant aux décisions opérationnelles, elles ont été prises lors d'une réunion à l'état-major. C'est alors que le DGPN a exposé aux autres généraux ses besoins en termes de moyens pour assurer la sécurisation d'Abidjan le jour de la marche. Et je vous renvoie au transcrit T139, page 11, ligne 15 à 25. Ainsi, le procureur ne peut prouver que des décisions opérationnelles furent prises par le président Gbagbo. Et surtout, que mettre en place un dispositif pour empêcher une marche non autorisée et qui s'annonçait violente aurait été illégal et relèverait d'une volonté d'attaquer violemment des populations désarmées. Quoi d'illégal à ce que la police et que l'armée fassent leur travail et empêchent des regroupements non autorisés, en particulier des regroupements d'hommes armés susceptibles de mener des attaques contre les institutions de la République. Puisque nous sommes sur le sujet de la marche insurrectionnelle du 16 décembre 2010, un point aussi concernant le communiqué du porte-parole des FDS du 15 décembre 2010, dont le procureur a parlé en audience le mois dernier. Au transcrit T221, page 25, ligne 7 à 24. Pour mémoire, je redonne le numéro de la vidéo, qui est CIV-OTP 0074 0055, des minutes 15-28 à 18-16. Et la transcription, qui est le numéro CIV-OTP 0087 0394. Le procureur voit dans ce communiqué une menace et une volonté de s'en prendre à des civils. Pourtant, il suffit de le lire pour voir qu'il s'agit de tout l'inverse. Dans ce communiqué, le porte-parole des FDS, en raison du caractère militaire annoncé de la marche, programmée par les responsables militaires de l'Hôtel du Golfe,
invite les civils à ne pas y participer pour éviter qu'ils soient mis en danger lors d'affrontements possibles entre rebelles armés et forces républicaines. Le procureur affirme de manière un peu elliptique, en audience, et sans l'expliquer, que, et je cite, « ce qui ressort de façon intéressante de ce communiqué, c'est qu'il nous éclaire également sur l'état d'esprit des autorités. » Fin de citation. C'est le transcrit T221, page 25, ligne 23-24. Effectivement, ce que montre ce communiqué, c'est que les responsables militaires ont fait preuve d'esprit de responsabilité, en voulant protéger la population civile de l'attaque militaire annoncée. Au contraire des responsables de l'hôtel du Golfe, qui comptaient utiliser ces mêmes civils, il faut bien le dire, comme boucliers humains lors de leurs actions militaires. Autre exemple, tel qu'il ressort de la réponse du procureur. L'exemple allégué d'un ordre de tirer des mortiers le 17 mars 2011. Nous avons expliqué en détail dans nos soumissions en quoi le procureur n'avait à aucun moment démontré le moindre ordre émanant d'un quelconque responsable militaire et encore moins du président Gbagbo de faire usage de mortiers le 17 mars 2011. Je vous renvoie au paragraphe 444 à 459 de l'annexe 3 de nos soumissions. Le procureur tentait notamment, dans son MTB, de créer la confusion en essayant de faire croire qu'une réquisition générale, qui par définition ne porte ni sur l'utilisation d'une arme particulière, ni sur des actes opérationnels particuliers, équivaudrait à une délégation d'utiliser des mortiers de 120, et sous-entendu le 17 mars 2011. La faiblesse révélée par la défense de l'argumentation du procureur explique peut-être que ce dernier, pour la première fois, concède dans sa réponse et en audience qu'il n'a pas la preuve d'un tel ordre, mais qu'il faudrait le déduire des circonstances. C'est au transcrit T221, page 55, ligne 24. Et au paragraphe 809 de la réponse écrite, où le procureur dit, et je cite, « Bien qu'il n'y ait aucun élément de preuve direct de ces ordres, aucune autre conclusion raisonnable ne peut être tirée des circonstances en l'espèce. » Fin de citation. Encore une fois, il convient de noter le net recul du procureur qui concède pour la première fois qu'il n'a pas la preuve d'un tel ordre.
Le procureur nous invite dans le domaine donc de l'hypothétique et non plus dans celui de la démonstration juridique. Et parce qu'il n'y a rien dans le dossier qui permette raisonnablement, comme dit le procureur, de conclure qu'il y aurait le moindre ordre du président Gbagbo le 17 mars 2011, l'on peut nous-mêmes conclure que quand le procureur vous dit qu'il n'y a pas d'autre conclusion raisonnable, il faut comprendre qu'il vous dit « J'ai besoin d'un ordre, sinon je n'ai pas de cas ». Il est intéressant de constater que peut-être parce qu'il ne parvient pas à démontrer un quelconque lien entre le président Gbagbo et les incidents allégués, le procureur a dans sa réponse changé son narratif. En effet, il affirme au paragraphe 809 de sa réponse, et je cite, « Le commandant du Baza et pro-Gbagbo Dadi a ordonné à ses hommes de tirer des mortiers de 120 mm le 17 mars 2011. » Cette allégation est absolument nouvelle, puisqu'elle n'apparaît ni dans le mémoire préliminaire, ni dans le MTB. Le problème, c'est que le procureur n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation nouvelle. Il n'y a aucune note de bas de page, aucune référence quand le procureur fait cette allégation dans sa réponse aux paragraphes 809 et 924. Et il n'y revient à aucun moment dans sa description des événements du 17 mars 2011. Donc aujourd'hui, le procureur n'essaye donc même plus, comme il le fait souvent, de faire rentrer sa preuve tant bien que mal dans son narratif, ou de nous convaincre qu'il faudrait déduire une conclusion de vagues circonstances et de preuves indirectes. Il invente tout simplement une allégation en ne la fondant sur rien. Nous atteignons ici le stade ultime du néant démonstratif. Je vais revenir dans un instant sur la fameuse réunion du 24 février 2011 et le supposé ordre de reprendre à Bobo. Mais d'abord, un dernier exemple ici. Le procureur évoque dans ses soumissions orales l'ordre donné au général Mangou de ne pas envoyer ses forces vers l'hôtel du Golfe le 16 décembre 2010. C'est le transcrit T223, page 12, lignes 5 à 7.
Cet exemple est intéressant. Quel était le contexte? P9 explique que le 16 décembre 2010, l'armée a fait face à une attaque armée de soldats rebelles venant du Golfe. Et qu'elle a pris le dessus sur les assaillants. On comprend que pour les sauver, le général Palacet, le commandant des troupes françaises, a interdit aux Ivoiriens de les poursuivre. C'est de cette conversation entre P9 et le général Palacet que P9 fait un compte-rendu au président Gbagbo. Et c'est en réaction que le président lui dit de ne pas bouger ses soldats. Je vous renvoie au transcrit T196. Page 21, ligne 3 à 10. Et je vais en lire un bout pour qu'on comprenne bien la situation. Après donc la confrontation du Golfe, j'ai reçu un coup de fil du général Palacet, me demandant de ne pas faire bouger les hommes, de rester sur place, parce que généralement, après une confrontation, si vous voyez que vous prenez le dessus, les troupes progressent. Donc il m'a dit, vous restez sur place. Donc j'ai appelé le président pour lui faire le compte-rendu. Et le général Palacet a été clair. Il a dit, si jamais vous touchez au Golfe, considérez que vous entrez en guerre avec la France. Donc, quand j'ai rendu compte de la situation au président, il m'a dit « Ne bougez pas, restez sur place. » Fin de citation. C'est le seul exemple, dans le MTB comme dans la réponse, de ce qui pourrait s'apparenter à une instruction émanant du président Gbagbo. Et encore une instruction d'ordre général. Et vous noterez que cette instruction vise à maintenir la paix. Vous noterez aussi que pour une telle décision, face aux menaces du chef d'une armée étrangère, le général Palacet, il était normal que le SEMA en parle au président de la République. Notons enfin ce que cet extrait révèle, que les autorités militaires françaises ont à l'évidence ici dépassé leur rôle, puisqu'elles n'étaient pas censées intervenir. Elles n'étaient censées intervenir que dans le cadre dessiné par les résolutions de l'ONU. L'on voit là le rôle primordial qu'ont joué les autorités françaises dans le déroulé de la crise. Sous couvert d'intervention de l'ONU, c'est la France qui dicte aux protagonistes ce qu'ils doivent faire.
puisque le procureur est bien en peine de démontrer l'existence d'ordres émanant du président Gbagbo, il en est réduit à essayer d'assimiler à des ordres l'adoption de décrets de réquisition ou de couvre-feu. Nous ne revenons pas ici sur ce que nous avons expliqué en détail dans nos soumissions, mais juste quelques remarques. Premièrement, une réquisition ne peut être assimilée à un ordre, à l'évidence. Et encore moins un ordre d'agir d'une manière particulière. Et donc encore moins d'attaquer la population civile. Il s'agit uniquement d'un document juridique neutre qui permet d'encadrer l'intervention des forces de sécurité. Deuxièmement, le procureur semble déduire, sans le démontrer, une supposée intention néfaste dans l'utilisation de réquisitions du fait, selon lui, qu'à chaque fois qu'une telle réquisition a été adoptée, il y aurait eu des morts civiles. Et je vous renvoie au transcrit T222, page 65, lignes 6 à 12. Ici, comme toujours, le procureur omet un pan entier de la réalité. Qu'en 2000, qu'en 2004, à ces époques, la Côte d'Ivoire est en proie à des tentatives de déstabilisation militaire. Et que c'est face à ces tentatives que les institutions républicaines ont dû réagir. Ici, comme toujours, donc, le procureur inverse la logique. Là où les forces républicaines ne font que se défendre contre des attaques des rebelles, le procureur essaye de faire croire que ce sont les forces républicaines qui auraient décidé d'attaquer la population civile. Suivre le procureur, c'est valider le déni de réalité qui traverse son dossier. Troisièmement, concernant la réquisition du 14 novembre 2010, le procureur continue de vouloir ignorer que celle-ci s'est faite dans le cadre du CCI, en accord avec les chefs militaires rebelles, donc, et en consultation tant avec l'ONUCI que les Français de la force Licorne. Comment dès lors pourrait-elle être le fait d'une mise en œuvre d'un quelconque plan commun ? Le procureur nous dit aussi en audience que cette réquisition n'était pas nécessaire, qu'il n'y avait, et je cite, « aucune raison opérationnelle légitime ». Et je cite le transcrit T221, page 66, lignes 27 et 28. Mais sur la base de quoi le procureur fait-il cette affirmation ? Aucune raison opérationnelle légitime. Depuis quand le procureur est-il devenu un expert en maintien de l'ordre ?
Il ne fait ici état que d'un avis, qui n'a aucune valeur, puisqu'il n'est étayé sur rien. Il ne peut substituer une opinion personnelle au choix qu'il a vraisemblablement fait de ne pas appeler le moindre expert sur cette question. Quatrièmement, concernant les couvre-feux, plusieurs témoins ont expliqué qu'ils ont permis de maintenir le calme et de protéger la population civile. P9 a indiqué lors de son témoignage que l'adoption du couvre-feu avait permis d'apaiser de possibles tensions et permis que l'élection se passe bien. C'est le transcrit T197, page 99, ligne 28, à page 100, ligne 4. P47 a indiqué lors de son témoignage que l'adoption d'un couvre-feu a permis de protéger la population des combats entre les FDS et le commandant invisible qui pouvaient avoir lieu la nuit. C'est le transcrit T203, page 35, lignes 5 à 12. P10 a aussi déclaré, lors de son témoignage, que le couvre-feu instauré avant le second tour des élections a permis de faire baisser la tension. Transcrit T140, page 13, ligne 8, à page 14, ligne 3. Une fois encore, on est bien loin, là, d'une attaque contre la population civile. Je passe à présent à la question des réunions. Le procureur essaye de donner l'impression que les soi-disant membres du cercle d'initiés se rencontraient tout le temps pour mettre en œuvre le supposé plan commun. Là encore, la réalité de la preuve qu'apporte le procureur est plus que pauvre. Ainsi, il n'est capable de démontrer, par le biais de ses témoins, qu'une poignée de réunions, toujours officielles, transparentes, à laquelle assistaient tous les responsables des services de la police, de la gendarmerie, de l'armée, et qui n'avait pour fonction que d'informer le président de la situation sécuritaire. Réunion que le procureur tente, malgré l'absence de preuves en ce sens, de transformer en des réunions complotistes, où aurait été discuté d'un plan commun qu'il n'a jamais démontré. Si on prend un peu de recul par rapport à ce qu'affirme le procureur, il reste un constat simple. Aujourd'hui, pas plus qu'à aucun moment depuis le début de cette affaire, le procureur n'explique en quoi ces réunions seraient anormales en temps de crise.
Il ne démontre jamais qu'il y aurait été discuté d'un quelconque plan commun. Qu'il y aurait été discuté d'une quelconque attaque contre la population civile. Le procureur ne démontre pas plus que le président Gbagbo aurait donné le moindre ordre de nature opérationnelle pendant ces réunions. Et puisque le procureur y revient fréquemment, notamment dans sa réponse, je vais revenir sur l'exemple de la réunion du 24 février 2011. Au cours de laquelle les responsables militaires ont exposé au président Gbagbo l'état de la situation sécuritaire à Abobo. Le procureur tente vainement de s'appuyer sur cette réunion pour alléguer que le président Gbagbo y aurait donné un ordre, celui de reprendre Abobo. C'est le transcrit T221, page 46, lignes 1 à 5. Il faut comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cette réunion, contexte qui ressort clairement de tous les récits des témoins, pour comprendre que ce qu'affirme le procureur est éloigné de la réalité. P9 a expliqué en audience, c'est le transcrit T194, page 51, ligne 13 à 16, que dès la fin de l'élection présidentielle, il existait à Abidjan une situation quasi insurrectionnelle. Que les responsables de la sécurité, P9 en tête, ont tenté de contrôler, comme c'était leur devoir, et sans aucune intervention de l'échelon politique. C'est uniquement le 5 janvier 2011, quand la situation menaçait de dégénérer encore plus, qu'une réunion d'information avec le président Gbagbo et tout le gouvernement, donc rien de caché, rien de secret, était organisée. Suite à cette réunion, une réquisition de l'armée était signée, vraisemblablement à la demande de P9. Suite à cette réquisition, ce sont les responsables militaires, policiers et de la gendarmerie qui ont décidé de la conduite des opérations à Abobo. Ces opérations, initialement menées sous l'autorité du DGPN, directeur général de la police nationale, furent des échecs. En raison des attaques répétées de rebelles contre les forces de sécurité, avec des armements lourds, nous précisent les témoins. Je vous renvoie, pour des précisions sur ces développements, au paragraphe 401 à 426 de l'annexe 5 de nos soumissions.
Face aux armes dont disposaient les groupes armés, les policiers durent donc se replier. Le 12 janvier 2011, une réunion d'information était tenue à la résidence, en présence de tous les généraux et de tous les membres du gouvernement. Il ressort du journal de la RTI du lendemain que lors de cette réunion d'information formelle, et je cite la transcription de la vidéo CIV-OTP 0086 10 13, qui est la transcription de la vidéo CIV-OTP 0064 01 10. Le président de la République, donc je cite, le président de la République, Laurent Gbagbo, chef suprême des armées, a eu le point de la rencontre que les généraux ont eue bien avant à l'état-major des armées. Le commandant de la Marine nationale, des forces aériennes, des forces terrestres, du SECOS, de la gendarmerie et de la police, et le général de corps d'armée Philippe Mangou, ont arrêté des mesures pour sécuriser le territoire et faire échec à toute velléité de rendre incontrôlables certaines communes d'Abidjan. Fin de citation. La raison d'être de cette réunion, à laquelle était convié tout le gouvernement, était donc très claire. Une réunion d'information décidée à la suite de la réunion qu'avaient eue tous les généraux. Lors de son témoignage, P9 confirmera qu'il n'avait pas reçu et n'avait aucune raison de recevoir la moindre instruction de la part du président au cours de cette réunion. Transcrit T195, page 51, à partir de la ligne 10. Et je vous cite juste une phrase. « Non, le président n'a pas donné d'instruction. Il savait que nous étions requis, que nous faisions notre travail. » Fin de citation. Dans ces conditions, il est assez incroyable que le procureur nous dise en audience, au transcrit T222, page 25, lignes 6 et 7, que le but de cette réunion aurait été de élaborer une stratégie pour les mesures de sécurité dans ces parties d'Abidjan. Alors que l'extrait du journal télévisé, que le procureur a lui-même lu en audience, dit tout le contraire. Les généraux ont mis en place une stratégie en amont de la réunion avec le président et le gouvernement, et n'ont fait que l'en informer au cours de cette réunion. J'insiste, le procureur a lu l'extrait du journal de la RTI en audience pour en tirer la conclusion exactement inverse de ce que l'extrait dit. Il est tout aussi incroyable que le procureur affirme qu'il ne s'agissait pas d'une réunion habituelle.
transcrit T222, page 25, ligne 21 à 22. En quoi de plus normal en période de guerre, alors que les forces de sécurité souffrent d'importantes pertes aux mains des rebelles, que le président de la République soit tenu informé de la situation? Après cette réunion, donc du 12 janvier, l'armée reprend le contrôle des opérations, qui étaient précédemment sous le contrôle du DGPN, et elle lança une mission le 23 février 2011, dont le but était la reconnaissance le long de 2 axes. L'axe Maca km 18 et l'axe rond-point Abobo-Ndotré. Et je vous renvoie au transcrit T194, page 55, ligne 18 à 20. Dès leur progression, les éléments de reconnaissance sont pris à partie par les groupes rebelles armés. Les témoins expliquent qu'il était difficile au FDS de répliquer, car le commando invisible se cachait parmi la population civile. Et je vous cite P9, au transcrit T194, page 58, ligne 1 à 4. Il était impossible à nos hommes de répliquer, parce que le commandant invisible qui était en place avait pratiquement pris en otage la population. On tirait sur eux, et là les gens se fondaient dans la population. Fin de citation. L'opération du 23 fut donc, une fois encore, un échec. Ce petit rappel était important, puisqu'il nous amène à la fameuse réunion du 24 février 2011, lors de laquelle, maintenant que le contexte est resitué, il apparaît clairement que le président Gbagbo ne fait que valider, et encore de manière extrêmement générique, une ligne de conduite non seulement déjà adoptée, mais encore déjà mise en œuvre par l'armée. Notons un point qui illustre la volonté du procureur de tout confondre. Alors que tout indique que les opérations qui étaient conduites au cours du mois de février 2011 ont pour vocation pour l'armée de se défendre contre les rebelles qui menaient des opérations militaires à Abobo, le procureur veut vous faire croire que ces opérations seraient la preuve de la mise en œuvre d'un plan commun d'attaquer des civils désarmés. Mais il n'y a évidemment aucun rapport entre les deux affirmations. Dans le même sens, le procureur suggère que cette réunion permettrait, le fameux contexte, d'expliquer les incidents allégués du 3 mars et du 17 mars. Puisqu'il ne prouve jamais d'ordre direct d'un quelconque responsable militaire pour ces incidents, il est bien obligé de se rattacher à cette fameuse réunion du 24 février. Mais là encore, il confond tout. Les opérations visant à reprendre les parties d'Abobo occupées par les rebelles,
menées en janvier et février 2011 ont été un échec. Le 3 mars et donc le 17 mars, ces opérations ont à l'évidence cessé. Et comme nous l'avons rappelé ce matin, à ce moment-là, les policiers et les gendarmes ont quitté Abobo, et seul demeure le camp commando, assiégé par les rebelles. Soyons clairs, à ce moment-là, alors que les rebelles contrôlent tout Abobo, l'unique ambition est de ne pas perdre le camp commando, rien d'autre. Un dernier point sur lequel je veux revenir ici. La question de la déclaration d'Abobo comme zone de guerre, sur lequel le procureur revient. Quelques points rapides. Premièrement, il convient de noter que le procureur en audience a présenté les propos de P9 de manière un peu trompeuse. Il affirme, au transcrit T222, page 26, ligne 23 à 26, je cite, « Mon goût est tout à fait clair en disant qu'au moment de cette même réunion, c'est la réunion du 24 février ici, c'est pour ça que j'en parle maintenant, donc au moment de cette même réunion, où il a proposé cette idée à M. Gbagbo, à travers et par le biais du ministère, du ministre de la Défense, et que M. Gbagbo a rejeté cette idée. L'idée de déclarer Abobo comme zone de guerre. » Fin de citation. Or, il ressort du témoignage de P9 que 1. Il n'a absolument pas fait cette proposition au moment de cette même réunion, mais après la réunion. 2, qu'il n'a pas proposé cette idée à M. Gbagbo, mais au ministre. Alors le procureur utilise une formule, proposer cette idée à M. Gbagbo par le biais du ministre. Ça, c'est une jolie formule, mais il n'a pas proposé l'idée à M. Gbagbo. Tout simplement. P9 est d'ailleurs très clair dans son témoignage. Le président Gbagbo n'était pas présent à ce moment-là. P9 n'a vu ni le ministre apporter la proposition au président Gbagbo, donc on ne sait même pas si le ministre lui en a parlé. Et donc encore moins quelle aurait été sa réaction. Deuxièmement, le procureur nous a dit en audience que les témoins militaires se corroboreraient sur cette question. Au transcrit T222, page 26, ligne 26-27. C'est une affirmation tout à fait étrange, puisque ces responsables militaires ne sont même pas d'accord sur quand et comment la proposition aurait été faite au président Gbagbo. Au cours de quelle réunion, à quel moment? Ce n'est pas parce que ces témoins disent que le président Gbagbo aurait rejeté la proposition qu'ils se corroborent, quand tout le reste de leur récit diffère. C'est encore une fois ici un exemple de l'approche un peu légère du procureur quand il s'agit de corroboration. Troisièmement, le procureur n'a jamais établi concrètement et juridiquement d'où il tire cette idée de déclaration de zone de guerre en droit ivoirien. Il semble sous-entendre qu'une telle déclaration aurait eu des conséquences sur la protection des civils.
Pourtant, et le procureur de la Cour pénale internationale devrait être le premier à le savoir, une déclaration de zone de guerre en droit national n'a aucune pertinence par rapport à l'applicabilité du droit international humanitaire. Aucune. Une telle applicabilité découle d'une détermination de l'existence ou non d'un conflit armé qui se fait en vertu du droit international. Quatrièmement, tous les responsables militaires l'ont rappelé. Les opérations militaires étaient conduites par l'armée avec pour premier objectif de respecter le droit international humanitaire et de protéger les civils. Je vous renvoie au paragraphe 377 à 380 de l'annexe 5 de notre réponse. Qu'importe donc une hypothétique déclaration de zone de guerre à Abobo en février 2011, puisqu'il ressort du dossier que c'est pendant toute la crise et dans tout Abidjan que l'armée a conduit ses opérations dans le respect du droit international humanitaire. En dehors de la poignée de réunions dont les témoins nous ont parlé, le procureur se fonde, pour toutes les autres réunions alléguées, sur un registre dont nous avons démontré dans nos soumissions écrites qu'il était plus que douteux. Et je vous renvoie au paragraphe 85, 110, 332 et 440 à 445 de l'annexe 5 de nos soumissions. Je n'y reviens pas ici. Je note juste que depuis toutes ces années, le procureur qui était si obnubilé à vouloir prétendre que certaines personnes se seraient trouvées à la résidence ou à la présidence tel jour ou telle heure, qu'il en a oublié l'essentiel. Il n'a jamais démontré que le président Gbagbo lui-même s'y serait trouvé au moment de ces réunions alléguées. Jamais. Par ailleurs, il est bien évident que le procureur n'apporte aucun élément qui pourrait nous éclairer ou qui permette d'établir ce qu'il se serait dit à ces supposées réunions. L'affirmation selon laquelle il s'y serait discuté un quelconque plan commun est donc purement spéculative. Notons une fois encore la circularité de la démonstration, ou devrais-je plutôt dire l'absence de démonstration du procureur. En effet, le procureur admet lui-même, on l'a rappelé tout à l'heure, qu'il n'existe aucune preuve de l'existence du plan commun. Il déduit donc l'existence du plan commun de l'existence d'un cercle d'initiés, qui n'existerait que pour mettre en œuvre un plan commun non démontré, discuté lors de réunions dont le contenu nous est inconnu. Cette construction permet au procureur de ne rien démontrer. Si vous lui dites qu'il n'a pas démontré l'existence d'un plan commun, il vous dit qu'il doit exister, puisqu'il y avait un cercle d'initiés qui se réunissait pour en discuter. Si vous lui faites remarquer qu'il n'a pas démontré l'existence d'un cercle d'initiés, il vous dira qu'il doit bien exister, puisque ces personnes se réunissaient. Si vous lui rappelez que l'on ne sait rien du contenu de ces réunions alléguées,
Le procureur vous répond que devait forcément y être discuté du plan commun. Et là, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous revenez donc à la case départ, puisque le plan commun n'a jamais été démontré. Suivre le procureur, c'est donc accepter de se retrouver bloqué, comme un hamster dans une roue, dans une boucle de supputations non démontrées, qui font d'autres supputations non démontrées, et ainsi à l'infini. Un dernier point sur les réunions, et j'arrêterai pour aujourd'hui, je pense. Le procureur est tellement en peine de démontrer la teneur de la grande majorité des réunions qu'il allègue, qu'il est obligé, les rares fois où il apparaît que peut-être nous puissions savoir ce qu'il se serait dit, d'y voir un complot obscur. Prenons la réunion alléguée du 3 décembre 2010, dont le procureur parle au paragraphe 131 à 133 de son MTB et 1529 à 1531 de sa réponse. Puisqu'il illustre parfaitement la capacité du procureur à fantasmer un plan commun qui n'existe pas. Concernant cette réunion, le procureur nous présente le document CIV-OTP 0018 0220. Alors, je veux bien que cette pièce soit montrée par la greffière d'audience. Je précise que cette pièce est classée confidentielle par le bureau du procureur, mais nous en avons discuté publiquement dans nos soumissions, et sauf à ce qu'il y ait une objection de mes confrères, je pense qu'elle peut être montrée publiquement, mais je m'en remets à mes confrères. Le Président, je pense que l'accusation... Monsieur McDonald, excusez-moi, Monsieur le Président, je suis tout à fait perdu, je ne suivais pas. Le Président, il y a un document qui semblerait être un document classé confidentiel, mais après les consultations que la défense a eues avec vous, l'accusation, il semblerait que ce document puisse être affiché. Monsieur McDonald, si vous me donnez le temps de regarder, le Président 0018-0220. Monsieur McDonald, oui, ce document peut être affiché publiquement, pas de problème. Le Président, merci beaucoup. Maître Jacobs, vous avez la parole, donc il peut être affiché publiquement. J'attends que le document s'affiche. Merci Madame la greffière. Donc, selon le procureur, il s'agirait, le document que l'on voit ici, des minutes d'une réunion de concertation entre membres du cercle d'initiés qui aurait eu lieu à la résidence du président le 3 décembre 2010. Alors vous noterez, et on peut constater que ce document n'est pas un document officiel. Il s'agit de notes manuscrites dont on ne sait pas qui les aurait prises, sans signature, sans sceau officiel. Le procureur ne l'a jamais fait authentifier, ni n'a semble-t-il enquêté pour essayer de vérifier la réalité de la tenue d'une telle réunion. Deuxièmement, même à supposer qu'une telle réunion aurait eu lieu et que ce document serait le reflet fidèle de ce qui s'y serait dit, il convient de constater le caractère totalement anodin de son contenu. Contacter des chefs d'État étrangers pour les inviter à l'investiture du président Gbagbo, organiser une audience avec le représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire,
constituer un nouveau gouvernement, préparer les élections législatives, obtenir le soutien d'autres formations politiques et de la société civile, organiser la communication médiatique et apporter du soutien à toutes les populations en difficulté. Rien de criminel ici. Il n'y est pas discuté de près ou de loin un quelconque plan commun. Il ne révèle absolument pas la moindre intention criminelle visant à commettre des exactions contre la population civile. Au contraire, ce document démontre la volonté des participants à cette réunion alléguée d'appeler au calme. Il n'y a donc que dans l'esprit du procureur qu'un document aussi anodin qu'un appel au calme se transforme en un plan commun visant à attaquer des civils. Et je vais passer à une autre section, donc je pense que c'est le bon moment d'arrêter. Okay, thank you. Merci beaucoup. J'aimerais juste avoir une petite idée de ce qui nous attend. Vous voulez poursuivre demain, j'imagine. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, si tout va bien, nous prévoyons... Nous n'en aurons pas pour plus d'une session demain matin, normalement, avec peut-être quelques petits impondérables techniques, mais enfin, grosso modo, ça sera une session. Okay, then I asked. Très bien. Et la défense de M. Blégoudet. J'aimerais savoir s'ils sont prêts à commencer demain. Sinon, et puis ensuite, on poursuivra lundi. Fine. Thank Cela vous va, Maître Knops? Tout à fait. Président, très bien. Donc, on aura 3 séances et avec la défense Blégoudet et ensuite, on reprendra lundi. Merci.